Yo! Bonjour, bonsoir à tous, ici Spherox et bienvenue dans What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end ensoleillé, peut-être un week-end au ciné. Bref, ce soir, dans le main event, vous pouvez me retrouver en solo pour l'instant en attendant John dans 2 semaines. Voilà, bonjour à tous. Oui, bonjour. Ah, j'ai oublié la lumière, je suis bête. Voilà, et la lumière fut. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié votre week-end. Mine de rien, il faisait beau. Peut-être que vous avez bu, peut-être que vous avez vu des films. Surtout des films, parce que mais qu'est-ce que vous faites là sinon? Qu'est-ce que vous foutez là si vous ne regardez pas des films? Eh ben, je suis là pour votre plus grand plaisir et et des conseils aussi, ça peut être pas mal. Bref, ce soir dans le main event, on parlera de sorties de, non pas 3, pas de 4, mais de 5 films incroyables. Oui, je vous parlerai, mesdames, de 5 films, dont de 4 qui sonnent vraiment dans l'actualité, et un évidemment en rétro. Et la première partie sera sur le dernier film de DreamWorks, Le Robot Sauvage. Petit coup de cœur, alerte spoiler, hein, voilà, c'est trop bien. Voilà. Ensuite, nous partirons du côté des States dans les années 70-80, aux côtés de notre cher Donald Trump Jr. Bref, dans The Apprentice. Dans le troisième film, on parlera aussi d'un film d'horreur, d'une suite de films d'horreur, et il s'agit de Smile 2, évidemment. Pourquoi pas, on reste aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est le centre du monde, vous le savez très bien, voilà. Ensuite, en dernier film d'actualité, on sera de retour en France dans les années 70-80. Plus 80, oui même, dans L'amour ouf. Donc du coup, ça va être bien. Enfin, peut-être. Je vais attendre expressément 21h30 pour en parler, parce qu'il y en a une qui va me dire oui, attends-moi avant de critiquer, ça peut être pas mal. Je veux avoir ton avis. Ok, très bien Marion, très bien Marion. Je vais te dire ça. Voilà, ouais. Enfin bref, voilà. Et évidemment, en dernière film de cette soirée, va être un film rétro sud-coréen. Évidemment, je vais vous parler de monstres, de famille. Et non, je ne parlerai pas de Godzilla, je vous parlerai de The Host, sorti en 2007. Donc du coup, voilà, c'est un très bon programme. Voilà, ça devient... Alors oui, hein, je fais la sponsor canette de coca. Attends, là, ici. Et voilà la super canette de coca que j'ai pas du tout dans la main. Voilà, c'est un effet de style incroyable. Bref, mais avant toute chose, évidemment, on va passer au niveau des actualités. Et là, on va me dire, oui, Spherox, c'est bien, mais nous, on a envie d'avoir du sang, du corps, de l'horreur. Alors déjà, calme-toi, petit, pose-toi, ça ira. Bref, oui, je sais que vous attendiez peut-être que je parle de Terrifier 3. Alors oui, je veux un peu vous en parler, mais je ne l'ai pas vu. Mais par contre, en actu, ça bouge beaucoup. Alors, on va continuer sur l'actualité tranquillou bilou avec Terrifier 3, le film d'horreur interdit aux moins de 18 ans en France, cartonne au box-office. Alors, ce qui est très intéressant pour l'histoire, pour Terrifier 3, c'est que avant sa sortie, et je crois que je l'avais dit lors du dernier What the Ciné, j'avais dit que le film a été interdit aux moins de 18 ans. Ça faisait pratiquement 20 ans qu'un film était interdit en France, parce que trop gore, trop... Vraiment trop, voilà, c'est depuis Saw 3, si je ne m'abuse. Donc du coup, étant donné que les exploitants, ils avaient vraiment une toute petite fenêtre de tir à propos de Terrifier 3, ils se sont dit, bon écoutez, on va faire un peu de pub et tout. Et évidemment, vous connaissez autant l'être humain qu'à moi, c'est que si un film est interdit, beaucoup de monde voudrait le voir. Ah ah. Et oui, évidemment. C'est un peu comme la prohibition.
et ben la prohibition, ben vas-y, on dit que c'est interdit, ben du coup toi tu vas jouer avec l'interdit. Comme dirait Simba, moi Simba c'est moi le roi, non c'est pas ça. Je ris du danger, ha, 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 ha. Bref, je connais par cœur le roi lion, c'est incroyable. Bref, ensuite. Terrifier 3, qu'est-ce qu'il fait? Le slasher de Damien Leone, c'est ici à la deuxième place du box-office, juste derrière Le Robot Sauvage. On va en parler, vous en faites pas. Le nouveau film d'animation de DreamWorks. Donc du coup, pour un troisième volet, qui fait beaucoup parler, évidemment, hein, pour son premier jour d'exploitation, le film d'horreur s'est classé en deuxième place avec 45 000 billets vendus sur toute la France. C'est énorme. Et vraiment, ça talonne, hein, entre 45 012 billets et 45 500. Franchement, il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose qui fait que bah, c'est premier. Donc, du coup, c'est vraiment pas trop mal. Bon, après, je suis pas trop fan de ce genre de film. Alors, je l'ai pas vu. Hein. Je l'ai vraiment pas vu pour le coup. Et ça me dit vraiment pas le gore pour le gore. Et on m'a un peu expliqué ce que c'était vraiment. Ça va pas trop m'intéresser. Mais du coup, petite anecdote, je reçois un message de mon frère me disant: Ouais, salut frérot, t'as vu Terrifier 3? Ouais, je l'ai vu et j'ai trouvé ça nul. En plus, c'est trop fake. J'ai dit: Oh putain, ça me fait plaisir que tu me parles cinéma, mais dommage, c'est pas pour un film qui me plaît. Donc, du coup, Art le clown défonce la cadence. Et vraiment, dans les premiers films vus. Alors évidemment, avec toute la pub qui s'est fait, genre interdiction de pub, que les gens repartent de la salle tellement que c'est gore, ou alors les gens qui vomissent, et ben dis donc ça fait en sorte de faire une espèce de pub monstre. Donc du coup, donc c'est vraiment très bien, en tout cas pour le film, mais je ne l'ai pas vu. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors là, c'est que le chiffre français. Et aux États-Unis, j'ai vu qu'il était, je crois, premier du box-office mondial. Pourquoi? Alors, vous allez me dire, pourquoi un film gore, il n'est pas, alors, il est considéré comme horreur, mais c'est plus gore parce que bon, faire peur et tout, c'est pas incroyable. Arrive à être premier des premiers. Alors déjà, il faut dire aussi que il y a un autre clown, on a parlé il y a 2 semaines, qui se prend un flop monumental, mais c'est Joker 2 qui se prend vraiment un revers de la médaille, mais très fort. En même temps, bashing, il ne mérite pas d'être autant bâché, je trouve ça affreux, enfin c'est que mon point de vue. Et donc du coup, avec ça, DreamWorks avec une nouvelle licence, mais qui arrive quand même à engendrer quand même un peu de succès, mine de rien, hein, et ben Terrifier fait son petit bonhomme de chemin avec ce qu'on raconte, et franchement, c'est pas trop mal. C'est vraiment bien pour, enfin, une licence horrifique qui va faire parler tout le monde. Donc c'est cool, mais ça va pas être pour tout le monde. Donc c'est pas ouf d'un point de vue. Enfin, bref. Donc du coup, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous me dites dans les commentaires. Ça peut être cool. Voilà. Moi, j'irai peut-être le voir, peut-être éventuellement plus tard. J'ai pas envie de le voir dépenser des sous pour ça. Vraiment, aucunement. Enfin, bref. Bon, et si on parlait d'autres choses, genre par exemple, alors attendez. Alors ça spoil un petit peu. Alors, on va parler de box-office. Alors, évidemment, on va aller sur le box-office. Alors, Le Robot Sauvage est premier sa première semaine d'exploitation. Ensuite, avec Terrifier 3 qui arrive, c'est deuxième en tout. Hein, c'est pas grand-chose. Lee Miller, troisième. C'est pas trop mal. Joker qui perd 65%. 65%, c'est énorme pour un film au bout de sa deuxième semaine. Alors, mine de rien, il va aller vers le million, mais le million, très faiblard. Hein. Waouh! Ensuite, qui vient Lantern, je ne l'ai pas vu. Voilà. L'histoire de Suleiman, il faudrait que j'aille le voir. Apparemment, il est
trop mal. Monte Cristo qui est encore dans le chart et qui arrive à 9 millions d'entrées. C'est trop bien. Vraiment, pour le cinéma français, un gros blockbuster français. Bon, évidemment, un remake d'un remake. Mais ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez toujours voir la rediffusion sur la critique de Monte Cristo qui est pas trop loin sur la chaîne YouTube. Hein, vous allez voir, c'est avec Vice-Versa 2, c'est vachement cool. Bref, Beetlejuice qui arrive à faire 100 000 entrées et qui arrive à atteindre le 1,5 million. C'est très cool. C'est cool, mais bon, après, c'est une suite. Voilà, c'est un peu dommage pour celui-ci. The Apprentice, première semaine, 100 000 personnes l'avoir vu. Bon, c'est cool, mais il mérite tellement plus. Mais les gens vont plus aller voir quelque chose qui vont... genre du gore, un truc, quelque chose de familial, la fiction slash historique. Voilà, ils vont The Apprentice, on se dire ah Trump, oh c'est pas ouf, mais c'est vachement bien. On y reviendra évidemment. Donc pour vous dire que là pour l'instant le cinéma là le box office c'est plutôt correct et plutôt très très bien. J'ai hâte d'avoir le chiffre dans un peu plus de 2 semaines. Donc on verra lors du prochain What the Ciné, je l'espère. Très 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 fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, hop, je vais revenir là. Ah, vous voulez qu'on se marre un petit coup? Est-ce que vous voulez qu'on se marre un petit peu? Je vous ai parlé un peu de l'IA au cinéma. D'ailleurs, ouais, les 2 derniers sujets de l'actualité, je vais vous parler de l'IA. France 2, lors du JT, a clôturé son sujet sur le dernier film qui va sortir l'année prochaine de Superman. Et il a montré des images du prochain James Gunn. Sauf que le thriller fan-made, blindé d'IA, trouvé sur YouTube, alors je vais vous montrer. Parce que comme dirait une personne, mieux vaut montrer une image que faire un grand discours. Je vais vous montrer, hop, attention, là par là, attention, c'est très très drôle. And we love you, Superman. En 2025, un nouvel acteur poursuivra l'aventure de Superman, celle d'un héros super positif, venu sur Terre pour inspirer à l'homme l'envie de se dépasser. And we love you, Superman. Ah, mais En regardez-moi, 2025, c'est laid. un nouvel acteur C'est laid. poursuivra l'aventure de Superman. Ah, mais regardez-moi ça. D'où déjà dans un journal qui normalement est sérieux, tu vas dire ah bah tiens, on va faire croire au public, genre par exemple t'auras peut-être Jean-René et Mamie Antoinette qui vont dire oh mon dieu mon fils, il y a eu les premières images de Superman, t'as vu? Bah non, parce que c'est ah mon dieu, comment c'est moche, regardez-moi ça, c'est terrible. Enfin bref, voilà, c'est pas ouf, c'est pas ah là là. Bon bref, pour vous dire que en tant que sujet un peu léger, juste me foutre de la gueule de France 2, c'est très drôle. Et ça prouve encore une fois que des fois, ils mettent des images et ils en ont rien à foutre. Donc du coup, allez voir un peu le replay si vous voulez de France 2, mais c'est très drôle, c'est très très drôle. C'est fun, comme dirait l'homme au loin. Voilà. Voilà, mais tout ça pour vous dire que je voulais vous parler d'un sujet que je l'ai trouvé tout à l'heure en cherchant, en fouillant un peu, et sur Blumhouse. Blumhouse qui est un peu la maison mère de certaines grosses productions genre Invisible Man et compagnie. Et il y avait quoi d'autre? Get Out peut-être? Je sais plus. Enfin bref, Blumhouse a sectionné. Attendez, hop. Je suis un peu fatigué donc du coup. Ah, vas-y là, bip, voilà. S'associe à Movie Jane, un outil d'IA capable de générer des clips vidéo jusqu'à 16 secondes en HD 1080p. Waouh, t'as vu? Blumhouse a actionné un groupe de cinéastes pour tester la technologie et fournir des commentateurs avant sa présentation publique. Alors, là, le truc, je vais pousser encore un coup de gueule.
rappelez-vous, l'année dernière, il y a eu une grève des scénaristes. Pourquoi il y a eu cette grève? Parce que les scénaristes étaient mal payés. Il y avait une grosse discussion comme quoi les gros groupes, genre, je sais pas, Disney, la Warner et d'autres groupes, ou d'autres géants américains qui voulaient intégrer l'IA dans leurs films pour ne payer beaucoup moins, pour payer beaucoup moins de personnes, d'artistes. Et là, ils nous disent, Blumhouse, ah ça serait, bon allez, c'est pas grave, 16 secondes dans un film de 1h30. Ouais non, je suis désolé. Moi je trouve ça révoltant. Les gens se sont battus, vraiment se sont battus ils se sont vraiment battus pour leurs droits, pour gagner plus, voilà, pour gagner plus, pour pas avoir affaire à l'IA. Et là, ils nous disent, 16 secondes. 16 secondes, ça passe. Non, ça ne passe pas, je suis désolé. En connaissant les gens, un minimum, les grosses industries, on propose ça, ils nous mangent tout ça. Voilà, enfin, c'est énorme. Bientôt, d'ici quelques années, il y aura des films qui vont être quasiment à 50% d'IA, voire même tout le film sera réalisé par une IA en appuyant sur un bouton. Mais bon, après, c'est un autre débat. Je suis bien conscient. On en a parlé l'année dernière avec John. John avait dit à l'époque, je dis ça comme si c'était il y a 20 ans, vous voyez. Oui, ça fera les pieds, ils vont voir que ça va être fake. Bah là, effectivement, là, on a bien vu que France 2 avait pris une FileMade de quelqu'un sur YouTube. Putain, déjà, c'est très moche, c'est malaisant, c'est cringe au possible. Regardez tous les trucs faits par IA, c'est rarement beau, mais c'est hyper malaisant. C'est pas ouf. Faut faire un truc. C'est terrible. Voilà, c'est terrible. Faut vraiment faire un truc. Enfin, bref. On en reparlera. De toute façon, moi, je mets ma petite bille pour plus tard. Comme quoi, là, c'est Blumhouse. Ensuite, ça sera les d'autres groupes indus ciné. Vous verrez. Vous verrez plus tard. J'aurai raison. Et comme dirait un certain Durandal, vous avez tort et j'ai raison. Ou j'ai raison et vous avez tort. Voilà, bref. C'en est fini pour, évidemment, évidemment. Je commence à fatiguer, c'est fou ça. Et pour les actualités. Maintenant, on passe au plat chaud, évidemment à l'entrée, au menu principal, je dirais même, le robot sauvage. Et c'est parti pour la critique, mais avant tout, c'est parti pour la bande-annonce.
faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Ah, j'ai des frissons. Ah, j'ai des frissons. Alors, le robot sauvage, qu'est-ce que ça dit? L'incroyable épopée d'un robot à l'unité Rosum 7134, alias Rose, qui, après avoir fait le naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Oh là là, ça commence bien. Elle finit par adopter un petit d'un oie, un oisillon, qui se retrouve orphelin. Alors, le robot sauvage, avant tout, je m'y attendais pas vraiment à quelque chose. Au départ, j'en avais un peu rien à battre. Mais c'est pas grave, parce que DreamWorks et tout, DreamWorks, me semble-t-il que ça serait pas les papas de Shrek, le Chapeauté 2, qui d'ailleurs, allez le voir, Chapeauté 2, c'est vachement bien. Et Kung Fu Panda 4 qui est sorti, c'est pas bien. Voilà, je crois, hein, me semble-t-il. Ouais, et de dragons et tout. Bref. Et donc, The Wild Robot, le robot sauvage, eh ben, c'est une réussite. Mais vraiment, le robot sauvage, c'est une réussite à la fois esthétique, c'est réussite à la fois pour les messages qu'aborde ce dessin animé qui à première vue ça peut être très enfantin, ça veut pas parler à tout le monde, et ben finalement ce long métrage, ce long dessin animé, si on peut dire ça comme ça, et ben il m'a fait ressentir quelque chose que ça faisait longtemps, genre vous savez cette époque où vous regardiez les dessins animés quand vous étiez petit, devant, genre, je sais pas, TF1, M6, devant votre bol de céréales, et vous riez à des blagues niais, et vous sortez de la table, enfin, du programme avec le sourire aux lèvres, avec la tête complètement. Vous étiez comme si vous aviez voyagé. Vraiment, vous avez voyagé en enfance. Et c'est exactement ce que ce film a fait. Et ce film est incroyablement beau et merveilleux. C'est quelque chose que... c'est une surprise. Vraiment, ce petit côté familial qui va parler à tous. Et quand je dis à tous, c'est-à-dire que même les enfants qui ne vont pas comprendre certains passages vont quand même s'amuser. D'autres, les adultes, vont voir avec leur œil, voilà, ils vont dire putain, mais c'est hyper intéressant de par ce dosage de l'humour, ce dosage d'humanité envers un être totalement mécanique, totalement robotique, va apprendre à vivre avec ses congénères animaux, et de plus avoir quelque chose de la natalité, et d'apprendre au fur et à mesure des périodes de son aventure, et ben à savoir qu'est-ce que véritablement avoir un cœur, quelque chose cette personne n'a jamais connu, a toujours être esclave, a jamais eu à avoir le mot de liberté, à toujours servir tout ce qui est être humain. Et c'est super beau. C'est rien que d'avoir ça, vraiment d'apprécier que ça soit les interactions avec les animaux de la forêt, qui, par exemple, ce qui est très très intéressant, de par le message de l'adoption, c'est le message de paix entre personnes vivantes. On peut aussi le voir de tout ce qui est de relations des animaux. On peut voir aussi, au-delà de l'aspect seulement animaux, on peut voir aussi de l'aspect du racisme. Le racisme est quand même traité dans
ce film avec les animaux, de l'entente malgré la différence. C'est vachement bien, malgré que ben, t'as beau être un ours de 4 mètres de haut, j'extrapole, hein, et t'engueuler ou te battre avec des furets, du furet qui pue, tu vois. Enfin, voilà. Et ce film nous montre, de par cet aspect de la différence, à nous montrer, malgré tout, avoir de la force et à nous soutenir la, malgré malgré les problèmes qu'il apporte dans la vie. Et le truc qui est très drôle, enfin qui est bien, c'est que l'humour est super bien dosé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir affaire une famille de ratons laveurs, maman raton laveur, si je ne m'abuse, hein, si je ne me trompe pas, ou furet raton laveur, et et du coup, il y a des blagues, mais c'est pas des blagues du genre un peu comme on pourrait faire entre adultes. Là, c'est vraiment sur la. Elle blague sur la mort de un de ses 7 ou 6 fils. Enfin, c'est tellement drôle à un moment donné. Ah bon bah j'ai 7 fils. 7 fils. Et là, ah pff, bon bah maintenant 6. Enfin, c'est très cartoonesque, mais ça marche terriblement bien en fait. C'est beau. Et en dehors de ça, tu as cet œil de par Rose. Rose qui arrive sur l'île, et Rose est un peu benet et très enfantin de par connaître la vie en fait, de connaître la vie de cette île, et c'est ultra beau, et de par vraiment cette adoption et aussi la fatalité. Et il y a le message sur la fatalité où le film n'est pas aussi oh mon dieu très très beau, très beau de par le côté esthétique et par ses valeurs dites de l'adaptation, de par l'amitié, de la famille, mais aussi ça part de la mort. Et à un moment donné où il y a 2 personnages qui vont essayer de sauver certains animaux, et à un moment donné, ça va traiter de la mort, hein. Ça va traiter où ils ne peuvent rien faire. Ou alors c'est déjà trop tard et tu le comprends. Pas besoin de le montrer. Par le pouvoir des images, le pouvoir du cinéma, le pouvoir des images, tu sais que, ben, à un moment donné, la scène va être très éprouvante, va être triste pour les personnages parce qu'ils ne peuvent rien faire. Et c'est ultra bien fait. Genre, voyez la scène de Bambi. Voilà. Et ben, c'est à peu près la même chose, mais tu ne vois pas la mort, tu ne fais que penser. Et rien que le pouvoir de penser au cinéma, c'est ultra important. C'est génial. Enfin, bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire le. Eh ben, le fait que le robot sauvage est aussi adapté d'un livre. Je crois que c'est un livre d'enfant, mais je suis pas sûr. Donc, si vous avez envie de le lire pour je ne sais quelle raison, allez le voir. C'est vachement bien. C'est trop cool. Voilà, enfin. C'est trop cool, je l'ai jamais lu. Moi, je lis pas. Hi, je suis spécial. Pardon. Et du coup, mon Dieu, mais en fait, même si je peux que vous dire, allez voir le film, faites-vous votre propre avis. C'est juste trop génial. C'est génial, vraiment. C'est beau, vous allez ressortir après de 1h40 de film, après peut-être avoir pleuré tout au long de tout au long de la séance, mais c'est pas que pleurer de tristesse, mais aussi pleurer d'émotion, de bonté, de cœur. Enfin, waouh, c'est vraiment quelque chose qui va aussi vous faire une réflexion sur la société, sur le fait que, ben, parce que vous allez voir alors, des robots, des animaux, mais des humains, mais tout a un message, tout quelque chose a un message, de par le sacrifice, de par qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'amitié. Enfin, c'est super.
c'est touchant et je crois que c'est personnellement, je trouve que c'est un de mes films préférés de l'année. Je dirais même le meilleur film d'animation de l'année pour l'instant, hein, mais il est facilement dans mon top 5, top 10 à voir, mais il est extraordinairement bien. Si vous avez le temps de, d'aller le voir, allez-y, faites-vous plaisir. Ne le téléchargez pas, parce qu'il mérite. Et d'ailleurs, en parlant de ça, eh ben, au vu des bonnes critiques et du box-office, hein, bon, c'est pas incroyable dans le box-office, mais assez pour dire à DreamWorks, en fait, on va faire une suite. Donc du coup, attendez-vous d'avoir dans les prochaines années une suite à la façon Dragon. Mais après, j'ai très très peur, honnêtement, j'ai très très peur que ça fasse trop. J'ai très peur. Après, est-ce qu'on peut avoir confiance? Peut-être, mais j'ai toujours pas vu Dragon 3. J'ai vu le 2, j'étais un peu déçu parce que voilà. Mais ça me fait du bien de parler de ce genre de film parce que vous venez dans, comment dirais-je, au cinéma pour vous procurer de l'émotion, pour vous vider la tête de votre, parce que vous avez envie de passer un bon moment, que ça va peut-être pas et tout, et c'est pour ça que vous venez sur le What the Ciné de Spherox, et oui, vous avez complètement raison, complètement, oui, bien sûr, enfin bref. Voilà, c'est 100% validé du côté du joueur français. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? DreamWorks. Et c'est un truc aussi universal, donc du coup, c'est très cool. Est-ce que j'aurais oublié? Développement de sa narration, c'est vachement bien. Certes, vous avez déjà vu ce genre de narration, mais quand c'est bien fait, il faut le dire, c'est juste incroyable. C'est quelque chose qui vous marque. Pardon. Excusez-moi. Donald Trump. Oh, pardon, excusez-moi. Il y a Donald Trump qui... Non, voilà. Pardon, je me gourre dans mes touches. Ça n'a aucun sens. Donc, du coup, voilà, ça n'a aucun sens. Enfin, bref. Je vous conseille d'aller le voir, c'est vachement bien, cool. C'est cool. Sur 20, c'est cool. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Robot Sauvage. Si vous avez des questions, allez-y, faites-vous plaisir. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Bref, sur ce, je vais passer sur le deuxième film de cette soirée. Évidemment, hop, un film. On va aller dans les splendeurs de New York des années 70-80. Je vais vous parler de The Apprentice. Et ben, c'est parti. Let's go pour... la bande-annonce, évidemment. What else? Oui, Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup. Donald qui? Roy Cohn, enchanté. Le Roy Cohn dont on parle dans les journaux. Vous êtes sans pitié. Je plaide coupable. Roy Cohn est un escroc. Il a été inculpé 3 fois. Je vais te confier un petit secret. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant. Comment on gagne? La première règle est la plus simple. Attaquer. Ce sera le meilleur hôtel du pays. Et du monde. Et du monde. Ce sera spectaculaire. Règle numéro 2. Ne jamais rien admettre. Toujours tout nier. Pensez-vous pouvoir battre le gouvernement? Règle numéro 3. Quoi qu'il puisse se passer, revendique la victoire et ne concède jamais la défaite. J'enregistre tout au cas où ça soit utile. Mais c'est illégal. Il faut être prêt à faire n'importe quoi à n'importe qui pour gagner. Il y a 2 types de personnes. Il y a les gagnants et il y a les losers. Tu as des dettes jusqu'au cou. Je sais ce que je fais. Tu te regardes dans un miroir, tu deviens moche. N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai fait.
On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Rendre, j'adore ce mot. Alors, alors, The Apprentice. Hop, je regarde le truc. Une véritable plongée dans les arcanes de l'Empire américain, l'ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l'avocat conservateur et entrepreneur politique Roy Cohn. Alors, drôle de projet, évidemment, du réalisateur. Alors, attendez, je vais trouver le nom du réal. C'est un drôle de projet car, en fait, ça se veut... et comment il s'appelle? C'est de Ali Abazi. Je ne connais pas trop son cinéma, donc du coup c'est hyper intéressant de mettre en espèce de biopic, évidemment, et ça le dit vraiment au tout début du film que ça a été modifié. Voilà, il y a des choses qui ont été romancées, modifiées, etc. pour que ça fasse vraiment un film. Ils le disent et ça j'accepte vraiment parce que tu as des films qui vont dire ceci est une histoire vraie. Ok, super, merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, The Apprentice, quel chouette film. Quel chouette film. En fait, j'étais très surpris. Je m'attendais à quelque chose où ça se foutait littéralement de la gueule de Donald Trump et j'attendais que ça. Et le film ne m'a pas donné ce que je voulais. Et justement, c'est exactement ce qu'il fallait. Vraiment. C'est en gros... vraiment voir l'ascension de Donald Trump avec l'aide d'un avocat véreux, Roy Cohn, qui était vraiment l'avocat du diable. L'avocat du diable qui donne ses pleins pouvoirs au diable en personne. C'est exactement ça. C'est l'avocat du diable avec le diable. C'est vraiment intéressant. De par ce fait au début de l'histoire, Donald Trump est vraiment... un peu teubé. Il veut réussir à faire comme son père, à faire quelque chose d'intéressant, à travailler, mais il n'y arrive pas parce que il connaît pas les rudiments d'être politicien, d'être pas politicien, mais quelque chose. D'installer un empire. Et comment on installe un empire aussi rapidement et avec beaucoup d'argent? En s'associant avec l'avocat le plus véreux de New York, alias Roy Cohn. Alors déjà, je tiens à dire que le duo Jeremy Strong et Sebastian Stan, incroyable, vraiment, cette relation de maître à élève ou élève-maître, voilà, hein, c'est comme chocolatine, pas au chocolat, ça c'est autre chose, marche très terriblement bien. Jeremy Strong, alias Roy Cohn, est vraiment froid, il est manipulateur, même, c'est le genre de personnage qui vendrait sa mère pour une bouchée de pain, mais on le suit. Mais vraiment avec un regard à la TV-réalité. Qui d'ailleurs, sans transition, pourquoi The Apprentice? Parce que dans les années 2000, Donald Trump avait une TV-réalité et il devait, me semble-t-il, recruter des personnes pour travailler. Pour travailler et tout. Et le nom de la TV-réalité, c'était The Apprentice. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et du coup, le film qui se moque pas de Trump, mais plutôt dans l'évolution de personnage avec l'aide de son avocat, Jeremy Strong et Frog Calculator. Hein. Et déjà, c'est vraiment très très bien. Grâce à cette espèce d'image un peu grain des années 80-90 et le fait que la caméra est en sorte de... et le film, vraiment caméra à l'épaule où on suit vraiment quelque chose de près. On est vraiment dans ce genre une espèce d'enquête, une espèce de TV-réalité où, voire même, ça m'a fait penser à The Office, où t'as vraiment la caméra qui se focus des fois sur les gens, mais quand ils vont dire quelque chose d'aberrant, il y a le focus de caméra, genre par exemple, genre pour dire Donald Trump est un con, hop,
comme ça, et il va se focus pas aussi loin, pas aussi près, voilà. Mais je sais pas, ça rend le tout hyper constructif pour le film. Vraiment, vous y êtes plongé dans le malaise, vous êtes plongé dans les trafics en tout genre de Donald Trump et de Roy Cohn, qui d'ailleurs, je tiens à signaler, je parle beaucoup de Jeremy Strong, l'avocat, mais Sébastien Stan, putain, mais il crève l'écran. Les deux crèvent l'écran, mais alors Sébastien Stan, en fait, il y a une espèce de rapport de force dedans où tu vois au début Roy Cohn qui est incorrectible, qui est froid et tout, et qui vraiment, on sait pas trop. Il prend sous son aile Donald Trump, mais on sait pas pourquoi. Il dit qu'il aime bien, qu'il doit rien, parce que je sais pas. Mais on sait véritablement jamais ses pensées, parce qu'on sait qu'il manipule. On sait jamais qui il est vraiment. C'est une ordure aussi, voilà. Et bah Donald Trump au départ, t'as, c'est un peu un idiot, mais en fait, tu le comprends. En fait, tu sais ce qu'il va devenir, mais t'as un peu de compassion. Et vice versa, à la fin de Roy Cohn, t'as de la compassion pour lui. Je ne dirais pas pourquoi, mais c'est vachement bien utilisé. Et à un moment donné, avoir de l'empathie pour le diable, ça te fait ressentir de la culpabilité. Vraiment de la culpabilité où tu te dis, ah putain, j'ai de la culpabilité pour. C'est un peu comme dire, ah ben t'as connu tonton H au départ. Et dire, ah mais il est mignon cet enfant. Attends quoi, il devient dictateur? Ah eh ben je veux pas. Je veux absolument pas ça. Non, absolument pas. Enfin bref. Et c'est vraiment malsainement. Qu'est-ce que j'avais mis? C'est malsain, mais très bien fait. C'est super bien fait. C'est génial. Waouh, c'est génial. Bon, évidemment, le film n'est pas semblant il y a quand même quelques défauts. Genre un espèce de ventre mou au milieu du film où bah, vous n'avez pas encore cet aspect de Donald Trump qui... Vous avez envie de voir les trucs, ses essaims, mais il n'est pas encore arrivé. Donc du coup, tu t'ennuies un peu avec le personnage. Roy Cohn, tu le vois beaucoup moins. Donc du coup, ben, tu dis, ouais, ben, je m'emmerde un peu. Et j'ai envie que ça explose. Et ben, voilà, durant ce ventre mou de peut-être 5-10 minutes, tu te dis, ouais, tu comprends la construction, blablabla. C'est pas ouf. Et il y aura toute cette ambition qui va de Trump qui va il va échelonner tout, gravir tous les échelons de comment dirais-je, d'être d'être une star dans l'immobilier, d'être vraiment le connard qu'il est. Et c'est hyper intéressant, c'est super, waouh, c'est waouh sur 20, waouh. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant, et le fait que à la fin de ce film, il arrive que ils vont se retrouver Donald Trump et Roy Cohn à un moment donné, et Trump va, je vais pas spoil, à un moment donné, va lui offrir un gâteau. Et ce gâteau-là, en fait, c'est un gros gâteau, tel un espèce de drapeau américain, mais il le met à l'envers. Et Trump lui a dit, tiens, voilà, je te dois ça et tout. Enfin voilà, je te donne aussi un objet, et cet objet, eh ben, c'est aussi factice que leur supposée amitié, et c'est super bien. Et ce drapeau américain, en fait, ce gâteau américain, ce gros, voilà, est mis à l'envers. Donc du coup, c'est une espèce de rêve américain, mais cauchemardesque. Moi, je l'ai vu tel comme ça, et on le voit vraiment, tu te dis, mais il y a des cadeaux empoisonnés. Vraiment, en fait, le venin était déjà là dès le départ. Il n'a fait qu'évoluer et prendre corps de Jeremy Strong à Roy Cohn à Donald Trump. Et ça, c'est tellement bien. C'est tellement bien ficelé de regarder une espèce de TV-réalité des années 80 pour voir deux gros salauds se réunir envers et contre tous. Waouh, c'est quelque chose quand même, hein. Ah là 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 là, c'est
Enfin voilà, qu'est-ce que j'avais mis d'autre aussi? Ce qui était aussi intéressant, c'est que bah, des fois, ça va être très... comment... ça va être très... comment dirais-je? À un moment donné, il y a une espèce de Frankenstein qui va se mettre. Je m'explique. Là où il y aura le déclin de certains personnages, tu auras Donald Trump qui veut absolument se changer, faire de la chirurgie et tout. Et ce moment-là, ça fait penser à la créature de Frankenstein. Et le fait que ben, t'as le monstre Frankenstein qui est Donald Trump et Roy Cohn qui est Frankenstein, et ben tu le vois vraiment avec cette espèce d'opération chirurgicale sur Donald Trump et tu le vois un peu comment dirais-je être un peu découpé, le refaire de sa calvitie. Enfin, calvitie, c'est très bien. Moi, j'ai aucune calvitie. Je m'en fous qu'il s'agrandit. Oh, je sens que vous me jugez ici. Enfin, bref. Et du coup, vraiment, ce petit côté de pas montrer par les images que plutôt d'expliquer du genre hey, je suis un monstre. Non, je ne suis pas un monstre. Et le fait aussi qu'il montre, et c'est montré dans la bande-annonce, que le rêve américain, le grand rêve américain, et ça fait grand clin d'œil à le fait que The America Great Again, voilà, qu'on le voit dans un pins dans le film, et tu vois très bien les références qu'il va y avoir quand il sera président des États-Unis. Mon Dieu, à l'aide. Enfin bref, ça donne des chocottes toujours, et dire qu'il sera peut-être président, ça me trouve du cul. Ça me trouve enfin après c'est un autre sujet, voilà. Enfin bref, je vous conseille d'aller le voir, il est très cool, si vous avez l'opportunité évidemment. Hein. Mais en tout cas là, ça fait quand même 2 films plutôt sympas. Je pense que j'ai besoin d'encore digérer le film pour voir si je le mets pas dans mon top. Mais là, j'avoue que cette année, il y a vraiment, enfin cette année, en fin d'année, là je trouve... on tient vraiment quelque chose. On tient vraiment. Il y a de très bons films qui sortent en salle. Très bons films à voir, hein, parce que des films intéressants. C'est pas tous bons, mais intéressants à voir. Et donc du coup, voilà, allez le voir tant qu'il est à l'affiche. Il est très, très, très cool. Enfin bref, messieurs dames, on va rester du côté des États-Unis pour aller voir une autre sorte d'horreur. Film d'horreur avec un sourire, évidemment. Je vais vous parler de film Smile 2. Et ben c'est parti. C'est parti, let's go. En avant les amis. Y a quelqu'un? Non, 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 lâche-moi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, lâche-moi! Lewis? Il m'arrive un truc complètement dingue. J'arrête pas de voir ce visage partout. Vous avez vu la mort en face. Maintenant, ça vous poursuit. Arrêtez de me sourire comme ça! Dis donc, il est plutôt cool ton t-shirt. Tu veux que je te le signe?
Ok, j'arrête. Même moi, je me fais peur. Ok, j'arrête. Bref, à l'aube d'une nouvelle tournée mondiale, la vedette de la pop, Sky Riley se met à vivre des événements aussi terrifiants qu'inexplicables. Submergée par la pression de la célébrité et devant un quotidien qui bouscule de plus en plus dans l'horreur, Sky est forcée de se confronter à son passé obscur pour tenter de reprendre le contrôle de sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Alors, avant de parler vraiment du deuxième, je vais faire un petit aparté sur le premier. Je sais même pas si j'en avais parlé dans un précédent What the Ciné il y a 2 ans maintenant. Ah ouais, il y a 2 ans. Le premier était, je trouvais vraiment très cool. Vraiment, c'est très cool de le voir, ça changeait qu'un démon hyper creepy qui prenait, en gros, c'est un démon qui va te tourmenter pendant 7 jours et ensuite il va prendre possession de toi et il va devoir se suicider devant une personne pour qu'il emmène le truc jusqu'à la fin, tu vois. Enfin, juste pour faire des chaînes, voilà. Et donc du coup, c'était plutôt intéressant, sauf la fin était bien pourrie, je trouvais. Ils savaient pas comment faire, donc du coup ils se sont dit, ouais écoutez, c'est pas grave, la fin était pas ouf, mais ça a quand même bien marché. Et on va faire un deuxième. Je dis, bon, ok, pourquoi pas. J'espère qu'il sera aussi bien et même mieux que le premier, et que la fin ne se ressemble pas. Enfin bref, mais le truc, donc je me suis dit, bon pourquoi pas, et j'ai été le voir il y a 2 jours, voilà, il y a 2 jours, et du coup, j'ai été le voir. Alors petit conseil au cas où, si vous avez peur d'aller voir un film d'horreur au cinéma, peur, non pas du film, mais plutôt des groupes de personnes qui font chier leur monde, allez le voir en VOSTFR. Ah, c'est sûr et certain, vous aurez beaucoup moins de personnes pour faire chier. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que j'ai pas pensé de ce film? J'ai pas passé un mauvais moment. Il y a, franchement, ça se sent que le film est beaucoup plus ambitieux de par ses scènes, de par ses techniques, de par son aspect technique. Exemple, sur la première scène, qui a une espèce de plan séquence. Je suis sûr que ça triche un peu sur le plan séquence d'ailleurs. Eh bien, on voit vraiment quelque chose d'un peu plus oppressant. On sent vraiment quelque chose qui s'apprête pas au sourire, ou presque. Et tu te dis, mais alors, est-ce que je me rappelle plus trop du 1, donc du coup je sais même pas si on voit un acteur du 1, donc je pourrais pas trop vous dire. Hello, coucou à tous, j'ai couru. Ah, elle a couru. Attention, bonjour à toi Marion. Est-ce que le film t'as été voir quoi d'ailleurs? Et du coup, j'ai été quand même agréablement surpris, le fait que c'était les aspects techniques, le réalisateur, il arrive quand même à retransmettre ce stress, à retransmettre cette peur qu'on avait quand même dans le 1, et ça, c'est pas donné à tout le monde de faire un deuxième film comme cela. Gladiator. Ah oui, c'était Gladiator. Oui, trop bien. J'ai regardé, je crois, 40 minutes. Parce que, spoiler alert, je vous parlerai très bientôt de Gladiator. Voilà, ça va être bien. Putain, la chance. Je vais voir s'il n'est pas retransmis sur Dijon un jour. Ça peut être pas mal. Et du coup, et je me suis dit, ça peut être pas mal. Et en plus, on a l'actrice. Dis donc, je crois bien que la première fois que je te vois sans casquette et sans cheveux, du coup. Comment ça, sans cheveux? Mais j'ai toujours eu des cheveux. Enfin, j'ai jamais eu. Alors, j'ai déjà eu des cheveux, si.
Si, c'est juste qu'ils sont très bien cachés. Et la casquette, c'est juste parce que j'ai changé mon plan de... mon plan. Donc c'est pour ça que tu vois à peu près mon salon avec une super poubelle Coca-Cola. Ici, incroyable. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, c'est pour ça. Bref, je trouve aussi que notre protagoniste, alias Naomi Scott, est vraiment impeccable dans son rôle. Elle arrive à jouer vraiment cette actrice vraiment qui est au bord du burn-out, qui est traumatisée depuis un an d'un accident où ça a causé la mort de son copain. Voilà, voilà, de son mari copain. Et c'est hyper intéressant. Vraiment, ce côté... Final Girl, si on peut dire que ça comme ça, marche terriblement bien. C'est super. Vraiment, cette actrice, elle mériterait vraiment peut-être plus de rôles. J'ai envie de la voir, autrement que dans Smile. Tu as trouvé le moyen de te faire sponsoriser par Coca, bravo. Ouais, je sais, j'attends les sous. J'attends les sous, Coca, j'attends les sous. Ouais. Pardon. Et du coup, c'est une très belle prestation. J'ai beaucoup aimé le fait que le film se base sur sur un accident, sur le fait que sur la pression. Alors j'avais mis quoi? Sur le fait que submergé par la pression de la célébrité et le fait aussi que il y a les démons du passé, du fait que à cause d'un accident, et elle est vraiment traumatisée. Et le fait qu'on joue sur son traumatisme, c'est vachement bien. Peut-être un peu trop par moment, mais c'est super bien mené, mieux que le 1, je trouve, hein. Donc du coup, c'est pas trop mal. Et le fait que ce démon, en fait, va être ce démon du passé qui va essayer de la tuer pour faire les chaînes, tu vois. C'est ok, pourquoi pas. Et c'est vraiment bien. Par contre, c'est là que je vais un peu gueuler. Ça manque de surprise, en fait. Je vois le fusil de Chekhov arriver comme pas possible. Mais vraiment, genre par exemple, Smile, je l'ai pas trop vu. Je me suis dit, ah, ils vont peut-être pas faire le coup du démon qui va faire ça. Mais en fait, si! Il va le faire. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais très déçu j'étais déçu de la fin du 1, malgré les qualités. Et le truc, c'est que... C'est pendant toutes ces années, j'ai beaucoup... Voilà. Attendez. J'ai ma souris qui implose. Voilà. Et du coup... j'ai vu le fusil de Chekhov arriver dès le début. Je savais qu'est-ce que le démon allait faire. Je savais quel plan final il y aurait. Par contre, ça peut faire une très très bonne suite pour s'il y a un Smile 3. Ouais, il y aura au vu du box-office de fou il y aura un Smile 3. C'est sûr et certain qu'il y aura. Enfin bref. Manque de surprise, même scénario que le 1. Mais en fait, on retrouve la même chose. On retrouve mais en fait, t'étais en train de rêver. Ah, mais en fait, il y a... en fait, j'ai l'impression que... J'avais dit la même chose que pour plateforme 1. La plateforme 2. C'est que la plateforme 2 et Smile 2 ont le même schéma narratif. Ça se finit comme ça se finit dans le 1 et comme le 2. Il y a toujours « Ah, mais en fait, je suis dans un rêve. Ah, mais en fait, ce n'est pas une personne. » Sérieusement. Alors, oui. Et il y a un truc que... Alors, c'est dommage que vous n'avez pas vu le film parce que il y a un moment donné, il y a des règles. Il y a des règles dans le premier qui sont instruites. Genre, par exemple, c'est comme dans la cassette dans The Ring, où le démon, certes, il te hante. Il te fait subir des trucs, mais il te tue pas. Là, dans le 7, il va beaucoup plus loin que le 1. Mais ça n'est jamais précisé dans le premier film. Donc, du coup, je suis un peu...
je suis un peu médisant et je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça vraiment très très bizarre qu'ils ont supprimé cette règle qu'il y avait. Oui, mais en fait, on te fait pas trop de mal. Enfin, là, ça va beaucoup trop dans le truc. Et le truc, c'est quand elle rêve, on sait pas comment c'est. Est-ce que elle prend juste possession? Est-ce que l'esprit, est-ce que le démon prend possession pour qu'il fasse des trucs, ou est-ce que ça a toujours été dans sa tête? Mais on sait pas comment ça se passe, et j'aimerais vraiment que dans le prochain épisode, si on peut dire ça un épisode, et le prochain film, on nous explique vraiment le lore du démon. Là, on nous réexplique le lore du 1. Donc du coup, les gens qui ont vu le 1, bah, généralement, ils vont voir le 2. Mais les gens qui n'ont jamais vu le 1 vont très peu... vont pas voir le 2. Enfin, c'est assez logique. Bon, mis à part pour Terrifier 3, parce qu'il y a eu un buzz monstre sur ça. Un monstre. Enfin bon, bref, voilà. Donc du coup, voilà. Je trouvais ça un peu bizarre. Et encore plus bizarre, c'est qu'à un moment donné, le film, j'ai l'impression... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est sponsorisé par... Enfin, sponsorisé... on en fait beaucoup sur le fait que quand il y a un truc qui va pas avec l'actrice principale, elle boit énormément d'eau. Mais genre, c'est un gouffre. L'actrice, c'est un puits. C'est un puits qui boit de l'eau. Putain, j'ai envie de boire de l'eau maintenant. Voilà. Et en fait, c'est montré du genre, hé, regarde, je suis en train de boire toute cette eau, elle est incroyable. Mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fois. Je crois qu'on voit 5 fois la bouteille d'eau. 5 fois qu'elle boit truc. Alors elle le dit que quand elle va pas bien, quand elle a envie de se droguer, de boire ou autre chose, elle boit de l'eau. Oui, alors c'est bien l'astuce scénaristique, mais j'ai l'impression que elle est sponsorisée. Heureusement que c'était pas Coca. Voilà. Donc du coup, voilà, je suis assez... voilà, je suis assez très... Je suis un peu déçu sur ça. Et le truc, c'est que dans la bande-annonce, on nous faisait de la pub avec le fils de Jack Nicholson. Oui, car il y a le fils de Jack Nicholson avec le même sourire de lui dans Shining. C'est incroyable. Enfin... Ça marche avec côté. Il y a eu des scènes qui marchent terriblement bien. Genre, il y a des screamers. Alors, je suis pas trop pour les screamers. Là, ça marche bien. Mais je savais très bien que ça allait marcher sur moi. Mais ah là là, c'est horrible. J'aime pas les screamers. Mais ça marchait bien. Mais j'aime pas. Le mec, il est bipolaire. Et du coup, on nous vend vraiment le fils. Jack Junior Nicholson dans le film. Mais on le voit très peu. Et c'est assez dommage. On le voit peut-être 3 minutes. C'est tout. C'est un peu dommage. Et voilà quoi. Enfin, c'est tout. Mais je me suis pas trop ennuyé. Mais j'ai l'impression que c'est du revu et du revu. Et c'est archi dommage d'en arriver là. Enfin bref. Pour les fans de l'horreur, vous allez être peut-être éventuellement surpris. Vous avez peut-être mieux aimé que Terrifier. Mais voilà, c'est plus en fait, c'est le 1 en 2.0. 0. C'est Smile 2.0. Mais c'est en plus ambitieux. Techniquement, c'est bien joué. Mais sinon, c'est de la Reddit. Et c'est complètement dommage. C'est d'une tristesse absolue. Enfin bref. Messieurs, dames. Là, je vais vous parler d'un autre film. Alors, attendez. Là, je vais faire autre chose. Alors, hop. Il est où? Je vais changer le truc. Et je vais vous parler d'un autre film, d'un film français. Oui, on revient en France. Du côté de Marseille. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vois? Alors attendez, hop. Ah là là, la souris est incroyable. Je kiffe ma life. Je vais vous parler d'un film qui est sorti aussi
bah, cette semaine, un gros film blockbusteresque d'un amour ouf avec Adèle Exarchopoulos, Alain Chabat. Putain, il y en a trop. Enfin bref, un film de Gilles Lelouch. Gilles Lelouch! Putain, attendez que je fixe bien ça parce que faut vraiment que je change ma souris. Bref, je vais vous parler de l'amour ouf et je sais que tu l'attendais, Marion. Évidemment, c'est parti pour la bande-annonce. Voilà, voilà. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais, en fait. Tu bosses pour moi. Allô, mon amour, c'est pas moi, faut que tu me crois. Je peux te voir, Jackie. Elle est mariée et elle est heureuse. Est-ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi? Et c'est qui, Steve? T'as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie, ça. Alors, hop. Alors, l'amour ouf. Alors que je lise le synopsis que j'ai évidemment créé créé, c'est faux, hein. Alors, dans les années 80, dans le nord-est de la France, deux adolescents, Clotaire et Jackie. Putain, Clotaire. Ah, ce nom de merde, je suis désolé. Tombent éperdument amoureux malgré leur origine sociale opposée. Elle est issue d'une famille assez riche alors qu'il vient d'une famille ouvrière des quartiers. Leur histoire d'amour étant vouée à l'échec, le garçon devient un criminel et passe 12 ans en prison. Après sa sortie de prison, Clotaire est déterminé à reconquérir Jackie, t'as 4 ailes, t'as 4 ailes. Pardon, excusez-moi, pardon. Voilà, j'y peux rien. Ah, je suis fatigué. Bref. Donc du coup, l'amour ouf, je l'ai vu hier soir, 2h40, mais accompagné de Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Élodie Duchesne, Karim Leclou, Raphaël Quenard, Anthony Bajon. Ouh, ça fait beaucoup de gens à voir dans un seul film. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, je tiens à signaler que j'ai adoré la première partie. Je crois que le film a duré 2h40, je pense que 1h20. Facilement plus de la... j'ai aimé quasiment presque la moitié du film, 1h20. Quand l'histoire était beaucoup plus dans le passé, quand ils étaient jeunes, adolescents, je sais pas, j'ai trouvé ça classique, mais ça marchait terriblement bien. Leur première, on va dire, clip, si on peut dire ça clip, hein, parce qu'il y a leur première vraiment coup de foudre. À chaque fois qu'il y a des coups de foudre ou des moments clés, il y a quelque chose de clipesque. Je m'explique. Le film, Gilles Lelouch, il aime beaucoup faire des clips. J'ai l'impression que le film est un clip musical. Il aurait dû, vraiment, je le dis haut et fort, que le film aurait dû être une comédie musicale. Dès qu'Adèle est arrivée, j'ai trouvé que ça a gâché des choses. Ouh, c'est pas Adèle en fait. C'est quand ils sont adultes. Et j'y reviendrai et je suis assez d'accord sur ça. Le truc, c'est que j'arrive à comprendre le fait que par amour, l'amour et tout, ça peut être aussi beau et très malheureux quand tu peux être
quand t'es adolescent, tu as des papillons dans le ventre, c'est superment bien emmené. Enfin, là, niveau un peu humour, enfin, un peu relation des années, couple, jeune couple des années 80, je trouvais que ça passait crème. J'avais pas grand chose à dire, j'ai trouvé ça mignonnet. Il y avait quelque chose. Après, on n'y croit plus. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et le truc, c'est que il y a cette espèce de, il y a aussi ça montre vraiment ce genre de relation différente entre la famille assez riche, riche si on peut dire ça comme ça, avec d'un coup Alain Chabat. D'ailleurs, Alain Chabat, je tiens à dire que on mérite tous d'avoir le Alain Chabat en tant que père. Vraiment, on a tous envie d'avoir un papa ours tel que Alain Chabat. Voilà, c'est le meilleur personnage de tout le film. 2h15, mais mettez plus d'Alain Chabat. Il est beaucoup trop mignon. C'est lui qui m'a fait sourire, celui qui m'a fait émo, voilà, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien, Alain Chabat sur 20. Alain Chabat sur 20. Voilà, les jeunes acteurs sont ultra magnétiques et l'ambiance à l'époque est super bien retranscrite. Oui, effectivement, c'est super bien avec les musiques, c'est The Cure. Voilà, voilà, c'est assez mignonnet comme par exemple Clotaire. Putain, Clotaire. Clotaire qui va voler un vinyle de The Cure pour l'offrir à Jackie. Et du coup, c'est... Comment dirais-je? Tu vois, comment ça, il vient à peine de sortir et il coûte une blinde et... Enfin, en gros, il coûte une blinde et tu l'offres comme ça. Enfin, c'est super bien. Enfin, c'est génial. Enfin, tu vois, de par des gestes simples, une séquence assez simple, tu vois que c'est pas du tout la même chose. Et le fait que Karim Leclou, je tiens à dire aussi que Karim Leclou m'a quand même assez marqué, de par aussi le journal de Jim. Depuis Karim Leclou, je crois que je l'adore. Il arrive tellement à être le père, Karim Leclou qui est le père de Clotaire. Ah putain, j'y arrive pas. Enfin bref, qui arrive à être le père de Clotaire, hein, sévère, le mec sévère et tout, mais que... quoi, t'arrives à avoir une copine? Ouais, fais pas de bruit alors. Enfin, pas de bruit, entre guillemets. Enfin, il est vraiment cette représentation de vas-y, je suis le père un peu violent. Alors, pas trop violent, mais juste. Mais je te montre que un homme doit être un homme, un vrai homme. Et ce qui a été assez déchirant à un moment donné quand avant que Clotaire va en prison, le père, de par un geste d'affection, ne va pas vraiment le voir, il va faire comme ça à travers la vitre et ne jamais voilà, juste pour dire c'est un geste d'un père envers son fils qui il est dégoûté mais il aime quand même, et ça j'ai trouvé ça super beau de part, même si c'est le genre de comment on appelle de paternel qui n'en montre pas parce qu'un homme doit pas pleurer, et je sais pas, j'ai trouvé ça touchant. Alain Chabat, je l'ai dit. Tout ce qui est un peu clip, tu as raison, cette scène est bouleversante. Ah ouais, c'est bouleversant, Karim Leclou est incroyable et super. Et le fait que vraiment t'as des scènes superment bien faites quand ils sont jeunes, t'y crois, donc c'était l'état indien, l'amour de jeunesse par excellence. C'est super beau, c'est super bien. Et l'affiche aurait dû être vraiment plus côté jeune que plutôt adulte. Et ça m'a fait penser un peu à sa partie 1 et 2. Et là tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu dis? En fait, j'ai plus apprécié quand t'as le côté... gamin, le côté adolescent qui marche terriblement bien parce que tu t'accroches au personnage, parce que c'est enfantin, t'as envie que ça soit protégé, alors que par exemple dans sa partie 2, c'est des adultes, tu te fais chier, ça te fait moins peur en fait. Enfin, je le vois tel quel,
c'est un peu dommage. Enfin bref. Voilà. Et niveau clip, c'est fait parce que tu as des espèces de couleurs, d'imagerie. Et en fait, on voit que Gilles Lelouch s'amuse à faire des scènes. Des scènes pas comme les autres, genre pas du chant contre chant, qui est assez banal dans le cinéma d'aujourd'hui, et même avant. Là, il s'amuse à faire des caméras, à faire des jeux de miroirs. C'est super bien fait. Vraiment, ça fait un très clip. Très clip des années 2000 d'ailleurs, années 90-2000. Donc des fois ça peut être un peu vieux, mais ça passe quand même. Mais c'est parce que le film le veut, parce que c'est années 80-90. Donc du coup, je pense qu'il a fait. On se dit, où est passé Jackie? Où est passé Jackie? Je la cherche partout. Tin, 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 tin. Mais elle est passée où Jackie? Pardon. Mais c'est trop bon. Kiri, pardon. C'est dur, c'est très dur. Enfin bref. Donc du coup voilà, j'ai pas grand chose à dire pour la première partie. C'est bien joué, c'est drôle, c'est inquiétant. Voilà. Oui, d'accord avec toi sur le rythme, on dirait un clip plein de retrouvailles de mise en scène, peut-être trop aussi. Peut-être trop. Peut-être trop. Trop, mais qui est pas assez homogène. Voilà, je dirais ça. En fait, il a des idées, c'est très cool, mais trop d'idées. Beaucoup trop d'idées, il faut que ça soit un peu plus fixe. Voilà. C'est un peu comme, je sais pas, faire. Je vais prendre le Chapeauté 2, et le Chapeauté 2 a un style de. Un style de. Graphique, et il va tenter de se faire à plusieurs styles graphiques, donc du coup, ça va perdre de son intérêt. Voilà, et de style de. Enfin. Donc du coup, ça perd en rythme, ça perd en originalité. Donc du coup, voilà, c'est pas parce que t'as plein d'idées que ça va te faire un super truc original. Des fois, ça fait... voilà, l'originalité, voilà. Voilà. Ensuite, on va passer... du coup, à la deuxième partie, qui... ça perd beaucoup de son charme. Vraiment, ça perd énormément de son charme... Je sais pas si le fait que c'est Adèle Exarchopoulos, j'adore Adèle hein, en tant qu'actrice. Hein. On sent que Lelouch a voulu tout donner, mais tu as raison, manque d'homogénéité, tout à fait d'accord avec toi. Ah, je sais. J'accepte l'échec si tu veux. Voilà. Et du coup, Lelouch ne sait plus quoi trop faire à raconter dans la deuxième partie quand ils sont adultes. Je trouve que les relations ça marche plus. Autant à Adèle quand elle retrouve, parce que ça le dit, hein, elle retrouve l'amour avec une autre personne, j'y crois pas. Mais tellement pas. Ça se fait, on sait que ça va se faire sur des mois, des années et tout, mais la relation entre les deux personnages, voire même quand tu revois Adèle et attends, je sais plus le nom. Alors attendez. L'amour ouf. Alors attendez, je suis en train de voir. François Civil. Voilà, j'y arrive. Avec François Civil, j'y crois tellement pas. Mais en fait, je ne retrouve plus cette relation qu'il y avait par le passé, 12 ans après. Je ne le retrouve absolument pas. On sent que Lelouch a voulu te donner. Voilà. C'est dommage que Lelouch n'y arrive plus. N'y arrive plus dans son dernier tiers, dans sa dernière moitié. Et du coup, t'essayes de voir. Alors, ça peut marcher de par. Éventuellement la mère de Clotaire et aussi Alain Chabat. Putain, mais Alain Chabat, cœur sur toi, Alain Chabat. Mais je t'aime d'amour et d'eau fraîche. Mais vraiment, je t'adore, mec. Je t'adore. Enfin bref, voilà. Je crois que c'est les meilleurs. Alain Chabat, c'est le meilleur personnage des deux parties, du film en fait. Et du coup, grâce à lui, tu arrives quand même à avoir quelque chose de semblable, qui n'est pas cousu de fil blanc, qui est humain.
Alors oui, non mais en fait, je crois que tu as même assez raison de le pense que Adèle Exarchopoulos et François Civil, je n'y crois absolument pas. Il y a un moment donné, même au début du film, il y arrive une séquence, tu dis ah ok, du coup à quoi ça sert que je vois le film? Et finalement, c'est grâce au pouvoir de l'amour que je change mon destin. Ok, très bien, mais je sais pas, j'ai l'impression que le film nous ment dès le départ. Alors, tout le monde, ouais, mais non, mais en fait, c'est grâce au pouvoir de l'amour. Oh là là, on dirait un shonen! On dirait un shonen, il faut arrêter! Oui, parce qu'on a perdu Jackie, parce que Adèle ne l'incarne plus honnêtement, et elle n'est pas à la hauteur du personnage. Je sais pas si c'est une question de hauteur. Je crois qu'on Gilles Lelouch lui a dit bah écoute, elle a plus cette femme qui l'animait, elle a perdu l'amour de sa vie, donc du coup elle joue à la façon elle joue Adèle en fait. C'est triste parce que j'aime bien Adèle Exarchopoulos. C'est triste, hein. Je l'ai déjà vu dans différents genres. Un métier sérieux que j'adore énormément. Je kiffe. Elle a joué. Elle arrive à jouer d'autres personnages que une personne qui prend pas goût à la vie, qui voilà. Et c'est vraiment dommage. Et ça manque de cohérence avec ce manque de relation, ça perd de sa cohérence. Et vraiment, je retrouve pas, par exemple, le fait que Clotaire, quand il est libéré de prison, eh ben, on reçoit pas trop qu'il a eu un manque de son père. Oh oui, ça marche avec sa mère un petit peu. Et j'aurais voulu peut-être plus. J'aurais voulu qu'ils en montrent beaucoup plus. François Phil et Adèle ont dit en interview qu'ils n'avaient que très peu de scènes ensemble. Et ils ont dû jouer les scènes des ados entre eux aux répétitions pour se mettre dans l'ambiance. Ouais, bah. Ouais, ils ont pas. J'ai l'impression. Ouais, c'était pas trop ça qui était ça, hein. C'est archi dommage. C'est d'une tristesse absolue. Enfin bref, voilà, c'est dommage. Voilà, voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est. En fait, ça fait. Ah. Ouais. J'y crois pas. Et rien que Lacoste. Attends, comment il s'appelle alors, l'amour ouf. L'amour ouf, attendez. De Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, mais putain, mais. J'ai l'impression qu'il va. Quand il se met en colère, on a envie d'éclater. On n'y croit pas. Mais vraiment, ça surjoue. Et Lacoste, je l'ai vu encore dans le métier sérieux. Mais. Oh là là, c'est dommage. C'est affreusement dommage de voir ça comme ça. Oh là 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 là. Enfin bref, voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est une déception. Pourtant, c'est pas parce que tu fais de super beaux clips, de super scènes, que ton film manque d'authenticité. Et je suis désolé, Gilles Lelouch, hein, je t'aime bien, hein, mais ça manque d'authenticité. Voilà. Bref, messieurs, dames, si vous avez envie de voir, eh ben, sachez que le film fait 2h40, donc si vous avez du temps, allez le voir. J'avais peur, mais ça passe quand même bien. Heureusement qu'il y a d'autres acteurs, genre des seconds rôles dans la première moitié du film et dans la deuxième moitié du film, si tu vois ce que je veux dire, qui est très drôle et qui arrive à faire descendre la tension. Ce fameux personnage-là, eh ben, va me manquer, si tu vois ce que je veux dire. Il est vraiment... Je me rappelle plus le... Alors, attends. L'amour ouf. Le personnage de... je vais te dire ça comme ça. Parce que c'est le deuxième... C'est Lionel. Le personnage de Lionel. Il est excellent. Ah, il est excellent. J'adore le personnage de Lionel. Qui est interprété par Jean-Pascal Zadi. Super. Enfin bref. Sur ce, messieurs, dames, j'en ai fini avec l'amour ouf. Maintenant, on va passer au film rétro que vous avez voté sur Twitter. Évidemment,
c'est parti pour que je vous parle de The Host, sorti en 2006 et pas 2007. Voilà, je fais erreur, pardon. Et puis bah, c'est la bande-annonce, bien entendu. 무술이잖아. 뭐야, 아빠 맞아? 시작했네. 할아버지 돈 왔어. 야, 강비야, 좀 나와봐. 사본들 빨리 갖다 드려. 분무속이 한번 썩어 문드러지면 그 냄새가 심리박까지 진동하는 거예요. 내 어른들 말씀이 사람의 진정성은 반드시 사지를 적당해서 끝장을 보는데 그게 사람들은 도리라고 그랬는데 저기서 움직였어. Ça a l'air trop bien. Ah, bah justement. Alors, The Host. Alors, à Séoul, au bord du fleuve Han, la famille Park tienne à un petit snack qui permet au père de famille de souvenir aux besoins de sa famille, de son fils aîné, l'Afantique, nommé Kang-doo, Nam Jo, sa fille championne malheureuse de tir à l'arc, Nam Il, son fils cadet au chômage, et Yoon Seo, je suis désolé, je détruis les noms, c'est un truc de fou, leur quiétude brusquement balayée le jour où un monstre aquatique, fruit de la pollution des eaux par l'armée américaine, surgit de la rivière et détruit tout sur son passage. Alors, The Host, j'avais très peur de le voir parce que de peur que d'être déçu et que j'ai entendu beaucoup parler et je me suis dit un truc de monstre un peu à Godzilla, et que le Bong Joon-ho est connu de par Okja, de par Bong Joon-ho, Transylvanie, non le attendez, que je regarde, Bong Joon-ho. Voilà, Bong Joon-ho, il a fait quoi? Ah oui, mais il a fait Parasite. Oui, mais évidemment. Il a fait Snowpiercer, Parasite, Okja, Mother. Putain, je l'ai pas vu Mother. Et il va être à l'affiche en janvier prochain de Mickey 3D. Je l'attends incessamment, rapidement, et je veux le voir. Enfin bref, le film était vraiment une super idée. De part, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que j'ai beaucoup aimé le départ, le fait que on a vraiment des points de vue différents dans le film. Je m'explique. Vraiment, la scène d'intro, c'est vraiment les genres de personnes qui en ont un peu rien à foutre. C'est vraiment une critique des laboratoires qui vont jeter leur conneries dans l'eau, et vraiment un peu ça sert à rien, c'est de la merde. Y a aucun risque, t'inquiète, je m'y connais dans le métier et je suis un gros connard de fils de pute. Ok, super, merci. Voilà, et vraiment c'est très choquant et il y a des choses qui n'ont pas changé, hein, mine de rien. Le film date de 2006. Alors déjà, je vais essayer de
dire des choses que je n'ai pas aimées avant de dire les choses que j'ai plutôt bien aimées. Ah mon Dieu, ça a pris un coup de vieux, hein. Les monstres en soi ont pris un véritable coup de vieux et vraiment tu sens que c'est la 3D est un peu datée même de 2007, hein. Oh là 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 là, c'est triste. Alors c'est le premier film d'un réalisateur, vraiment. C'est bon, après c'est pas grave, ce n'est que esthétique, mais moi ça m'a un peu sorti du film. Tu dis c'est pas ouf, mais deuxième chose qui m'a un peu fait sortir du film et du coup j'étais un peu désappointé, c'est que les films, pour moi, les films un peu coréens comme ça, japonais, asiatiques, des fois ça n'arrive pas à doser le fait que du surjeu. Rien que le surjeu de certains personnages de la famille, moi ça me rend, ça me sort complètement d'histoire. Moi je n'y crois pas. À moins que c'est un peu cartoonesque, ou le côté. Comment il dit ça, John? Quelque chose que. On sait que ça ne marche pas, mais de par le scénario et enfin, de par le film, et ben pour nous, ça marche. Je me rappelle plus. Ça va me revenir. Enfin bref. Et le fait que ça surjoue et que les créatures, pardon, sont daté, ben je me suis dit ah putain, j'ai eu du mal. J'ai dû le voir en 2 fois le film. J'ai dit putain, je suis fatigué, je suis pas bien, je comprends pas. Et là c'était à la 2e fois, je crois que c'était hier où je l'ai terminé. Et le fait que ben enfin j'ai réussi à m'accrocher à des scènes, et il y a des scènes que, par exemple, je crois qu'il y a 3 scènes qui m'ont marqué. Dont la première, je crois que c'était une scène avec des personnes un peu lambda, un frère et son petit frère, enfin voilà, un grand frère et un petit frère, qui vont essayer de se trouver la sortie dans les égouts. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir le point de vue d'une catastrophe de père de créature de 2 personnes différentes, 2 étrangers carrément, hein. Je sais pas, il y avait vraiment, je ressentais vraiment cette relation qu'il y a. C'était superment bien amené. C'était, je sais pas, c'était simple. Il y avait de la peur. Il y avait quelque chose de très, très bien fourni. Vraiment, mais tu sais très bien, voilà, tu vois ce qui va se passer à la fin. Deuxième, je crois que la scène de repas de famille, où t'as le père qui parle un peu de son fils qui a toujours été malheureux dans sa vie, que ce n'est pas enfin voilà, que c'était pour lui, c'était de sa faute que son fils n'a pas réussi à avoir une vie escomptée, et que ce n'est pas bien que entre frères et sœurs, vous vous enterrez votre frère, sachant qu'il fait un maximum, même s'il est dit comme bizarre de la société. Vous n'êtes pas des inconnus pour lui. C'est votre frère et il vous aime, et vous devez l'aimer en fait. Vous devez l'aimer car il vous le rendra. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment là cette réunion de famille dans le chaos, si on peut dire ça, chaos. C'était superment bien emmené, c'était vachement bien. Et troisième scène, je crois que c'était bien avant de celui-ci, c'est le fait que la société, voire même l'armée n'écoute en aucunement ses habitants, aucunement l'espoir de ses habitants. Ils se battent littéralement les couilles, ils se sont que des machines. L'armée sud-coréenne, voire même américaine, en ont strictement rien à foutre. Ils veulent absolument détruire les créatures, voire même les gens qui ont été infectés selon eux. Enfin, selon eux, vous verrez si vous voyez le film. D'ailleurs, en parlant de ça, voilà, et
le film est hyper dur à voir. Là, il est ni sur Disney, ni sur Prime, ni sur Netflix. Alors, quand je dis Prime, même pas gratuit, même pas payant. Il est trop dur à avoir. Donc, le seul truc que vous pouvez faire, c'est soit essayer de le trouver sur d'autres. Je crois que c'est sur MyCanal ou autre chose, ou Univers Ciné, bon, pas payant, voilà. Ou alors, soit le télécharger, soit le regarder en streaming. Et encore, si vous avez trouvé un bon truc, je ne vous dirai pas comment je l'ai eu. Enfin bref, le fait que je reviens sur le film, le fait que le film va vraiment, ce petit côté-là monstre n'est pas vraiment le problème en lié, c'est vraiment superficiel, c'est vraiment la surface du problème du film, c'est vraiment le fait que le film critique vraiment tout ce qui est un peu le gouvernement, sur le fait que les Américains sont très oui, nous les Américains, on a le pouvoir sur d'autres pays, genre par exemple le fait que il y a une espèce de révolte où les gens se révoltent face à l'armée sud-coréenne parce que ils ne savent pas gérer le monstre et le fait qu'ils se font contrôler de par les Américains. Et d'ailleurs, ça me fait penser à le film me fait penser à la guerre du Vietnam. Voilà. Allez, cours d'histoire, c'est parti les amis. Guerre du Vietnam, les États-Unis voulaient absolument garder le contrôle sur le pays par l'URSS pour contrer l'URSS. Et le truc, c'est qu'ils ont essayé de mettre un pion vietnamien et tout au drapeau américain pour se faire bien voir par le peuple vietnamien. Sauf que ça n'a pas du tout marché, du tout. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé la force brute. Et ça, voilà. Vraiment, ce petit côté, comment dirais-je, ce petit côté de pouvoir, ce pouvoir des Américains qui en ont un peu rien à foutre et ils veulent absolument avoir l'espèce de créature, de tuer la créature et tout, sans jamais comprendre la souffrance et de discuter avec la population. Là, c'était vachement bien. La critique en soi était vachement bien emmenée. Voilà, j'espère que je vous ai appris un petit truc à propos de la guerre du Vietnam. C'est hyper intéressant, d'ailleurs. Du coup, d'avoir les différents points de vue. Et quand je parle de point de vue, on a le point de vue de la part de la famille. On a le point de vue de la part des différents habitants. Mais aussi de point de vue à la fois de l'armée et un peu de la créature, de part de sa vision et tout. Et le fait de cette créature, la créature n'est pas un monstre un peu à la Godzilla, qu'il détruit tout sur son passage. Là, non, c'est une créature qui, pour ma part, ne sait pas dans quel monde où elle est. Elle est plus à survivre. Voilà. Est-ce qu'on a de la pitié un petit peu ? On a un peu de la pitié de part parce que ce gouvernement c'est des cons et donc malgré que la créature tue, elle tue parce qu'elle veut survivre, elle se défend. Voilà, tel un animal quelconque, elle se défend pour survivre et ça c'est plutôt bien fait. Mais je rappelle que j'ai pas beaucoup accroché au film parce que les gens des fois ils font d'un surjeu constant et la créature est un peu mal faite maintenant. Enfin bref, mais c'est quand même un bon film. Mine de rien, je réfléchis et je vois, c'est vachement bien. Ah d'ailleurs, je pense à ça, mais Vietnam, j'avais complètement oublié. À un moment donné, il parle de l'agent jaune.
l'agent jaune. C'est vraiment le gros coup d'œil à l'agent orange qui a été utilisé contre le peuple vietnamien pour théoriquement détruire leur culture, mais leur culture pour qu'ils se nourrissent plus, alors que ça a fait des cancers, que ça a fait des ça a fait ça a fait des cancers, ça a fait enfin voilà, ça a détruit des vies, l'agent orange. Vous pouvez aller voir des trucs sur l'agent orange, qui d'ailleurs, petite big up à Silly Karma, qui se bat du côté de Paris pour son combat contre l'agent orange. Et je vous conseille d'aller voir, c'est super intéressant. Big up à Silly si elle me voit sur le live, et voire même en replay YouTube. Voilà, abonnez-vous. Enfin bref, voilà, pour vous dire, c'était hyper intéressant à voir. Est-ce que j'ai vu autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? J'aurais tellement aussi voulu parler avec d'autres personnes pour peut-être rebondir sur divers sujets, mais là je l'ai plus, mais je crois que j'ai tout dit. Plusieurs points de vue, l'agent jaune, orange, l'impuissance, famille brisée, voilà. Mais du coup, voilà, c'était quand même une bonne surprise. C'était plutôt intéressant, un bon film de monstre, voilà. Je crois que c'est pas mal. Voilà, si je vous ai donné envie de voir le film, essayez de le voir. Voilà, essayez même de l'acheter, hein. Il est pas si cher que ça. Ça dépend où. Voilà, ou facilement trouvable. Voilà. Enfin, bref, messieurs, dames, je vais m'arrêter là pour l'émission. On se retrouvera dans à peu près 2 semaines pour What the Ciné, et je vous parlerai de The Substance, Transformers, l'animé Transformers, et en tout cas en film rétro, on va parler de Gladiator. Voilà, parce que il ressort au cinéma et la suite arrive très prochainement. Enfin bref, messieurs, dames, il est grand temps que je vous quitte. C'était encore une super émission. J'ai kiffé vous présenter les films. N'oubliez pas de partager l'émission et de mettre un petit pouce en l'air, hein, sur la rediffusion sur YouTube. Ça c'est pas mal. Et à vous abonner, à souscrire à vous ça y est, je fatigue. Un abonnement. Bref, c'était Cerox. Je vous fais des bisous. Et allez voir des films. C'est hyper important. Ciao, bye!